Bonjour François-Olivier Bonjour. Gisbert. Vous êtes à la fois journaliste, évidemment c'est celui qu'on connaît, et puis le romancier de Belle d'amour. Votre nouveau roman, on va en parler. Et puis d'abord le Théâtre des Incapables. C'est un autre livre publié cette fois chez Albin Michel, c'est vos chroniques. Alors là, vous avez trouvé quoi? C'était le bal des Incapables, le premier grand débat de la présidentielle hier? C'est pas ce que je dirais, mais comme je sais que vous avez lu le livre, notamment l'introduction, l'avant-propos qui est très long, vous savez que quand je parle d'incapables, je parle aussi des Français. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout rejeter sur la classe politique. C'est-à-dire la classe politique française est traditionnellement un peu pleutre. Mais pourquoi elle est pleutre? C'est parce que la France est un pays monarchique qui veut régulièrement couper la tête du roi. Donc les politiciens, ils ont peur. Et ils n'ont pas le courage de faire ce qu'ils savent qu'il faut faire, tous. Ouais. Donc, on ne peut pas dire qu'ils sont incompétents. Mais ils sont incapables, bien entendu, ils n'ont pas de bras. S'ils avaient des bras... Alors, vous dites qu'ils étaient incapables, les 5 principaux candidats, là? Non, je ne dis pas qu'ils sont incapables. Non, je mets Hamon à côté, parce que c'est une blague. Benoît Hamon, il n'est pas du tout au niveau. Mais disons les... Vous trouvez qu'il n'a pas été assez présent? Bah non, il distribue des cadeaux, enfin c'est ridicule, il prend les Français pour des imbéciles, et d'ailleurs ça marche pas. En revanche, c'est vrai que il y avait Mélenchon qui avait vraiment une autorité incroyable, charisme, quoi, Oui. incarné. Un orateur, alors il est extraordinaire. Même si on n'est pas obligé d'être d'accord avec son programme économique, ça déménage, quoi. Marine Le Pen qui m'a surpris, il faut dire. C'est-à-dire, vous a surpris comment? Elle était bonne, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle avait il y avait quelque chose qui passait bien, quoi. Macron qui s'est très bien débrouillé, c'est-à-dire, il n'a pas l'habitude. Il était très attaqué par tous, hein. Ouais, mais ça, c'est une situation qui n'est jamais mauvaise, parce que, bon, et puis en plus, je trouve que, autant il fait vite des phrases creuses quand il n'est pas attaqué, dès qu'il est attaqué, il est excellent. Parce qu'il y a un petit sourire, il y a de l'humour, il répond tout de suite. Et puis Fillon, il a réussi à faire oublier tous ses problèmes. Oui, très effacé au début, très effacé au début, il n'a pas été attaqué, finalement. Est-ce qu'il s'attendait à être attaqué? Je ne suis pas sûr, parce que vous savez très bien que dans ce genre d'exercice, surtout, le premier qui tire est mort. Hein, c'est-à-dire, paf, je fais ça, et les gens disent, oh, le méchant. Donc, ils attendent, hein, c'est ça un peu le jeu dans les débats. Je pense que s'il arrive au deuxième tour, on ne sait jamais, c'est possible, là, il sera attaqué, ce sera dur. Oui. Et moi, ce qui m'est apparu, c'est quand même que Marine Le Pen donnerait du fil à retordre. C'est-à-dire, vous pensez qu'elle peut être... Enfin, qu'elle a une chance au deuxième tour? Je ne sais pas. Moi, j'ai un petit doute, là. J'ai tendance à penser que si ça se passe mal dans les 5 ans qui viennent après l'élection du nouveau président, elle aura vraiment la chance en 2022. Mais on ne sait jamais, il peut se passer des choses. C'est une campagne... Attendez, moi, cette année, l'année dernière aussi, qui était une année noire, parce que je me trompais systématiquement sur tout. J'annonçais Juppé à la fin de la primaire, mais Trump, vous avouez, bien entendu. Au moins, vous avouez, vous êtes trompé, François Ah Gisbert. oui, il y a quelques confrères qui devraient le faire aussi, mais je disais Trump, bon, enfin, c'est pas possible, c'est ridicule. Alors, je suivais la campagne américaine, et je savais que Hillary Clinton, parce qu'elle est un peu... pourri, il faut dire les choses, était très détesté par les électeurs. Donc, mais je me disais, de toute façon, ça va le faire quand même face à Trump. Mais Trump est passé. Oui, mais là, ça va le faire pour Macron, quand même favori, là, aujourd'hui, très largement favori. Et ça, le débat n'a rien changé. Écoutez, Macron, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas d'expérience. Hein. C'est 39 ans, un ministre éclair de l'économie. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il fait preuve depuis le début d'une incroyable maturité. C'est-à-dire, il ne fait pas d'erreur, à part... Oui, il y a quelques gaffes comme ça, mais enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il avance, il construit, il donne... Il a toujours le mot énergie à la bouche. Or, ce pays fatigué, épuisé, il a besoin justement de quelqu'un comme ça, qui parle d'énergie. Et je pense que, oui, il construit quelque chose. Il n'a pas encore gagné, hein. Oui. C'est une campagne où tout peut arriver, à tout moment. C'est vraiment la campagne de tous les dangers. On regarde et il peut se passer quelque chose. Mais pour l'instant, c'est vrai que... Il est quand même nettement favori. Mais alors cette manœuvre de Marine Le Pen à la fin, qui dit « si je suis élu, je ferai un référendum », en gros pour demander « est-ce que vous voulez ou pas que j'applique mon programme, notamment sur la sortie de l'Europe ?» Et elle dit « j'obéirai au verdict ». C'est-à-dire qu'en gros, elle dit « vous pouvez voter pour moi, mais j'appliquerai pas forcément mon programme ». Tout ça pour ça. Ouais. C'est-à-dire pendant des années, elle nous dit « il faut faire ça », et puis après... mais ça, vous savez très bien que c'est un pas de plus qui va la rapprocher vers la porte du pouvoir. Hein, c'est pour ça qu'elle le fait, d'ailleurs. Elle le fait comme ça, à un mois du premier tour. Ça ne va pas lui jouer des tours, cette histoire, hein, c'est clair. Je pense que c'est quelque chose qui va la rendre un peu plus populaire. Donc, faut vraiment la regarder avec des grands yeux. Un petit mot quand même sur Bruno Le Roux. Alors, on a un ministre, là, pris la main dans le sac, là. C'est gênant pour Hollande, que vous connaissez bien, qui voulait une fin de mandat parfaite. Oui, c'est pas terrible. Hein.
Ouais. C'est pas terrible. Mais ça, on sait très bien qu'il doit y avoir une réflexion aussi sur les salaires, les revenus des élus. Bon, en même temps, comme c'est pas le climat est plutôt sortez-les, tuez-les tous, enfin c'est ça, un peu une espèce de populisme exacerbé, mais il faudrait, à mon avis, moins d'élus, mieux payés. Oui. Ce qui éviterait les tentations d'ailleurs, parce qu'on sait très bien que quand on a par exemple un château dans la Sarthe ou ailleurs, on a des besoins, enfin vous voyez très bien les processus qu'il peut y avoir par-ci par-là, et je pense qu'il faudrait que nos élus en France, mais ça c'est horrible ce que je vais dire, je vais déclencher des tempêtes sur les réseaux sociaux, mais ils soient payés, disons, comme dans les autres pays. Oui. Hein, un petit mot. On a appris la mort d'Henri Emmanuelli. Vous connaissiez Henri Emmanuelli, François Gisbert? Ouais, je l'aimais beaucoup. Oui. Je l'aimais beaucoup. Bon, je n'avais pas ses opinions du tout, mais je le connaissais bien. Et c'était... c'est une sorte de gardien du temple. Hein. En politique, c'est un exercice qui n'est jamais très payant. C'est quelqu'un qui défendait des idées auxquelles on n'était pas sûr qu'il croyait tout à fait, parce qu'il était un peu trop brillant pour ça. Mais voilà, en tout cas, c'était une belle personne. Oui. Ouais, je le dis parce que ça peut choquer. Moi, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. On va parler de Belle d'Amour, François Gisbert. Mais d'abord, un mot, vous avez fait une polémique en parlant de Belle d'Amour sur un plateau de télévision, en parlant de la Palestine, et en disant « mais la Palestine est une terre juive ». Ça a provoqué d'énormes réactions. Vous étiez étonné par ces réactions, et vous aviez dit en le disant « je sais que ça va énerver ». Oui, mais pas tellement, d'ailleurs, dans la communauté musulmane, arabe, pas tellement. C'était plutôt chez nos islamo-gauchistes, vous voyez, qui sont assez nombreux, il faut bien dire, notamment sur les réseaux sociaux, c'est là qu'ils habitent apparemment, et dans quelques journaux bien connus. Mais c'est une réalité historique. C'est-à-dire, moi aussi, quand j'écris un roman, c'est ma fantaisie, évidemment. Oui. Je parle d'amour, c'est une femme, l'amour courtois, c'est une très belle chose, la chevalerie, enfin c'est merveilleux, le Moyen-Âge, c'est le pays des merveilles, quoi. Et puis, en même temps, j'essaie de rétablir des vérités historiques. Enfin, je sors de l'historiographie officielle, bien pensante, Et la Palestine, terre juive, enfin, ça a toujours été le cas. Ce sont des faits. 12 siècles, les Juifs sont là pendant 12 siècles jusqu'à ce qu'arrivent des tas d'invasions. Hein, les invasions perses, les invasions arabes, les invasions turques, les croisés. On a dit que c'est un christianiste. Mais non, mais c'est complètement con. Les gens qui disent ça sont des incultes. Je leur conseille de lire les livres d'histoire. Ça a toujours été une terre juive. Et c'est vrai que le judaïsme, contrairement à l'islam ou au christianisme, n'est pas une religion conquérante. Hein. Et d'ailleurs, on voit très bien, ils ont été régulièrement balayés, piétinés, etc. Mais c'est une terre juive. Alors attention, une fois que je dis ça, moi je suis pour un État palestinien en Palestine. Hein. Je suis pour, donner aussi un bout de territoire aux Arabes. Mais les Arabes qui sont là, par exemple, ça je vais choquer, mais c'est la réalité, ils sont les descendants des envahisseurs arabes. Mais oui, il faut le dire. Parce que les Arabes, en Palestine, ont été les envahisseurs. Et c'est vrai qu'il y a aussi parmi ces Palestiniens des Juifs qui s'étaient convertis à l'islam. Donc tout ça est un mélange. Mais je ne dis pas que ces gens-là n'ont pas le droit à un territoire. Bien entendu qu'ils ont le droit à un territoire. Bien entendu, il faut bien les traiter. Tout ce qu'on voit là-bas, c'est un immense malheur et il faut le régler. Moi, j'ai toujours été pour la paix, etc. Mais en même temps, il y a une réalité historique. Il faut arrêter de raconter des conneries. Non, mais c'est ça, ce qui est horrible. En France, on a l'impression, je sais pas, ce qui arrive, on a l'impression que l'histoire n'a plus d'importance. C'est-à-dire, elle est réécrite d'une certaine façon, et puis on lit pas les livres, on regarde pas, mais c'est ce que je dis, c'est une évidence. Enfin, personne ne peut contester. Et en même temps, François Gisbert, l'histoire, c'est un roman. Vous le montrez dans ce livre, avec le destin incroyable de cette Tiffany, qui va s'emporter auprès de Saint-Louis, qui est une personnalité incroyable, c'est une jeune femme très belle, on voit l'illustration de couverture, et qui va connaître beaucoup d'hommes, qui guérisseuse, qui va connaître pâtissière, c'est important, qui va être amoureuse d'un bourreau. Oui. Enfin, tout ça tout ça a existé. Et au fond, c'est une époque, ces croisades, incroyablement violentes et incroyablement fascinantes et incroyablement actuelles. Oui, toujours actuelles. C'est-à-dire que moi au départ, évidemment, c'est le Moyen-Âge, comme vous l'avez très bien raconté. Vous êtes un bon lecteur parce que au fond, c'est vrai, quand on écrit un roman, on se plonge littéralement dans ce monde qu'on ne connaît pas, forcément très bien. Donc il y a beaucoup de documentation, et tout l'art, évidemment, ça consiste à éliminer la documentation, qu'on ne la voit pas quand on écrit. Mais il faut raconter aussi comment était la France à ce moment-là. Et
quand j'ai commencé le livre, je ne me suis pas dit je vais faire un truc sur les croisades. Non, je vais faire un truc au Moyen-Âge. Et on va travailler autour de Saint-Louis. C'est une figure qui m'intéressait comme ça, de loin. Et je me suis rendu compte qu'elle ne correspondait pas du tout d'ailleurs à la réalité. C'est-à-dire que le personnage qu'on nous a décrit au XXe siècle, je pense notamment les grands bouquins de Jacques Le Goff, le grand historien, c'est plutôt un personnage administrateur, vous voyez. Or, au fond, il y a quelque chose de très romanesque chez lui. Il y a un historien du 19e siècle qui a écrit, ou peut-être même du 18e, qui disait « c'est un mélange de lion et d'agneau ». Et c'est vrai, il est à la fois très fort et très faible. Oui. Il est très fort dans les batailles, c'est complètement dingue. Hein, il va directement sur l'ennemi, pa. Et puis, en même temps, il passe son temps à douter. Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Et donc, ça fait une personnalité... C'est pour ça qu'il est devenu saint. Avec Tiffany, avec cette femme du peuple, en quelque sorte. Oui, du peuple, oui, enfin, quand même, ce sont des cathares. Hein. Oui. Bon, je ne veux pas raconter toute l'histoire parce qu'il y a une sorte de retournement à la fin, mais bon, elle est un peu éduquée quand même. Elle connaît des choses, elle connaît un peu la vie. La vie est peut-être pire d'ailleurs pour elle au début. Bon, à la fin du livre, ça s'arrange. Et donc, très vite, elle va aller dans les croisades, elle va suivre son mari, son premier mari, le bourreau, qui mourra. Et les croisades, alors là, c'est vrai que ce ne sont pas les premières croisades qui sont un peu horribles, il faut bien dire, du point de vue des croisades. Ce sont les dernières croisades où les croisés sont c'est un peu flagada, tout ça, ça se termine. Et Saint-Louis, d'ailleurs, il va faire ses dernières croisades, c'est-à-dire la 7e et la 8e croisade, ça se termine à la 8e. La 8e croisade, Tiffany va l'accompagner. Alors c'est vrai qu'il va aller devant Tunis où il va mourir. Personne n'a voulu. Enfin, ses grands amis comme Joinville n'ont pas voulu l'accompagner. Ils ont dit mais tu peux pas, tu vas mourir. Et d'ailleurs il est mort tout de suite. Donc on voit très bien il y a quelque chose de suicidaire qui est assez beau. Et elle, elle est là, fascinée par son roi avec lequel d'ailleurs il n'y aura pas d'histoire. Oui, mais fascinée aussi par la foi. Il y a aussi finalement cette croyance qui pousse finalement jusqu'au sacrifice. Absolument. Qui au fond, ça nous parle aussi de notre époque d'aujourd'hui. Ça nous parle de notre époque. Et d'ailleurs, il y a en permanence, vous savez, cette espèce de souci comme ça de regarder derrière les Pyrénées, parce que, bon, l'islam s'est répandu très vite. Hein, dès qu'il est sorti de terre, dès que Mahomet a prononcé ses paroles, etc., là, c'est une lave qui s'est répandue jusque devant les remparts de Vienne, en Chine, partout, très très vite. Et puis, ils ont conquis le Maghreb, et ils ont traversé le détroit de Gibraltar, ils sont arrivés en Espagne, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont institué un califat. Et ce califat, ils ont voulu qu'il s'étende aussi en France. Donc il y avait cette espèce de... Vous voyez, quand on dit... on voit très bien les problèmes qu'on peut avoir avec les musulmans, les Arabes. Il y a toute une histoire derrière. Une histoire qu'on nous a racontée un peu à l'envers. Et je trouve, moi, notre devoir, c'est de dire les choses. Moi, vous savez, je suis pour la paix des ménages. Je plaide pour la... Enfin, voilà, j'ai une bonne connaissance de l'islam. Je ne suis pas du tout dans les délires d'un certain nombre de confrères qui vous expliquent, voilà, on va vers la guerre civile, etc. Mais je pense que la grande faute qu'on commet avec certains d'entre eux, en tout cas, c'est de ne pas dire les choses, de pas affirmer les choses, affirmer l'histoire, les faits, les évidences. Sinon, si ça continue comme ça, à force de raconter l'histoire telle qu'ils veulent qu'on la raconte, on va finir par devenir créationniste, à expliquer que, voilà, Dieu nous a créés tel quel, comme ça. Bon, il y aura la petite queue là qu'on a derrière, le coccyx, là, vous savez. Et voilà. Bon, oui, parce que c'est quand même ça la logique. Puis que la Terre est plate aussi, hein, parce qu'il y a des gens qui croient ça aussi, en islam, au christianisme aussi. D'ailleurs, si vous allez aux États-Unis, il y a également des créationnistes. Donc, je pense qu'on doit dire les choses, on doit les dire avec fermeté. Et ce livre, qui est une histoire, évidemment, moi je sais que raconter des histoires avec des personnages le plus fort possible. Possédé par les croisades, hein, dites-vous. De cette façon. Moi, j'aime mes personnages, j'écris des livres que j'ai envie de lire, voilà, avec de l'action, de l'aventure. Alors, certains critiquent un peu comme ça pour comment dire, un peu critiquer, ce qui est leur rôle est tout à fait normal. Ils disent souvent c'est un page-turner. Moi j'adore, évidemment c'est ce que je veux faire. Je veux qu'on ait envie, quand on commence l'histoire, de la terminer. Mais en même temps c'est vrai que j'en profite pour mettre en arrière-plan, comment dire, une histoire qui est la vraie histoire. C'est-à-dire, je travaille beaucoup pour un livre comme ça. J'ai refait 3 fois, j'en pouvais plus à la fin. C'est tout juste si je pleurais pas, j'en pouvais plus. Parce que moi, j'écris dans la joie, dans le bonheur. J'espère que ça se ressent quand on lit. Et puis après, je retravaille, je reconstruis. Là, j'en pouvais plus à la fin. Je suis content qu'il soit publié. J'ai beaucoup travaillé. Merci François-Olivier Gisbert. Ça s'appelle Belle d'amour et c'est parmi les meilleures ventes aujourd'hui chez Gallimard. Et c'est un livre évidemment foisonnant, romanesque et passionnant. Le Théâtre des Incapables aux Chroniques, lui publié chez Albin Michel. Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous. Merci.